Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'équilibre. Donc, on a déjà commencé à parler des réactions chimiques dans une vidéo précédente et en fait, à chaque réaction chimique va être associé un équilibre. Donc, par exemple, si on prend une équation chimique de manière générale, donc AA plus BB qui va donner des produits CC plus DD, par exemple, pour rester dans le cas général. Donc, cette réaction, enfin, de manière générale, les réactions en chimie, elles peuvent être nulles, donc c'est-à-dire qu'elles vont quasiment pas se produire. Elles peuvent être totales aussi, c'est-à-dire que les réactifs euh, vont être consommés le plus possible, jusqu'à ce qu'il y ait l'un des deux réactifs, ou enfin l'un des réactifs en tout cas qui ne soit plus présent dans le milieu. Euh, et puis après, il y a des réactions qui sont ni nulles ni totales et qui vont conduire à un équilibre. Mais en réalité, moi, j'aime bien considérer que toutes les réactions, absolument toutes les réactions, conduisent à un équilibre. C'est-à-dire qu'il y a un moment où les concentrations en l'espèce A, en l'espèce B, en l'espèce C, en l'espèce D ne vont plus évoluer. Alors une chose importante aussi, c'est que un équilibre, ça ne veut pas dire qu'il se passe plus rien, mais c'est que la réaction va se faire à la même vitesse dans un sens que dans l'autre. Et donc en fait, tout ce qui se fera dans un sens sera compensé par ce qui se fera dans l'autre sens à la même vitesse. Donc quand on regarde de l'extérieur, on a l'impression qu'il se passe rien, mais il se passe toujours des choses. Donc juste pour insister sur le fait que équilibre, ça ne veut pas dire rien ne se passe. Mais toujours est-il que moi je préfère dire que toutes les réactions conduisent à un équilibre. Et que on va dire qu'une réaction est totale quand il restera très très peu de l'un des réactifs. Et elle sera nulle quand il y aura très très peu des produits, que les réactifs seront quasiment pas consommés. Alors, pourquoi il y a des réactions qui sont totales, d'autres nulles? C'est parce que généralement, comme je vous le disais, enfin c'est plusieurs fois que je le dis dans des vidéos, il y a, enfin les systèmes évoluent pour atteindre des états qui sont plus stables, enfin de sorte à ce que l'arrivée soit plus stable que le départ. Et donc bah forcément, il y a un sens qui va mieux marcher que l'autre généralement. Et donc c'est pour ça que on a des réactions qui sont totales quand l'arrivée est beaucoup beaucoup plus stable que le départ, qui sont quasiment nulles, donc qui sont quasiment pas quand le départ est déjà très stable. Et après, bon, on a tout un tas de cas intermédiaires où les réactions sont ni totales ni nulles. Mais toujours est-il que à chaque réaction, on va pouvoir associer ce qu'on appelle une constante d'équilibre, qu'on note généralement K. Et donc, cette constante d'équilibre, quand on a sa valeur, elle va nous permettre d'avoir une idée du sens de la réaction qui est le plus favorable. Et si on a affaire à une réaction qui est plutôt totale ou nulle. Donc, généralement, quand on a des constantes d'équilibre supérieures à 10 puissance 4, on peut considérer que la réaction est totale. Quand on a une constante d'équilibre qui est égale à, enfin qui est plus petite pardon que 10 puissance moins 4, on peut considérer qu'elle est quasi nulle. Enfin, en tout cas, c'est raisonnable de faire cette hypothèse. Et après, entre les deux, on a des cas intermédiaires. Bon, alors les valeurs numériques, c'est intéressant parce qu'au moins on sait si des réactions sont stables ou non, mais c'est pas ce qu'il y a de plus utile. Ce qui est utile, c'est son expression en fonction des concentrations des différents réactifs. Parce que cette constante d'équilibre, elle va dépendre des réactions, euh, justement des réactifs. Et ces relations, elles vont être données par ce qu'on appelle la loi d'action de masse. Et donc cette loi d'action de masse, elle dit que pour la réaction que j'ai écrite juste au-dessus, la constante d'équilibre va être égale à l'activité de C à la puissance de son coefficient stoichiométrique fois l'activité de l'espèce D à la puissance petit d, divisé par l'activité de A à la puissance petit a, fois l'activité de B à la puissance petit b. Et donc bon,
Maintenant, enfin, c'est quoi l'activité de C, de D, de A, de B? Bon, là, on va l'expliciter juste après. Mais donc, juste pour retenir, parce que là, ici, c'est un cas où j'ai pris 2 réactifs et 2 produits, mais quelquefois, c'est pas ces nombres-là. Au numérateur, on a le produit des activités des produits à la puissance des coefficients stoichiométriques. Et au dénominateur, c'est la même chose, mais pour les réactifs. Maintenant, l'activité d'un solide, ça va être égal à 1. Donc, si on a une espèce qui est solide, son activité va être égale à 1, et donc, ça ne va pas apparaître en fait dans la réaction, dans la loi d'action de masse, dans l'expression de K. L'activité d'un solvant, c'est aussi égal à 1. Ensuite, l'activité d'une espèce en solution, ça va être égal à la concentration de l'espèce divisé par C0. Et C0, c'est égal à 1 mol par litre. Divisé par 1, ça n'a pas grand intérêt sur la valeur numérique qu'on va obtenir à la fin. Ça a un intérêt pour que l'activité d'une espèce en solution ne soit pas, et n'ait pas d'unité. Parce qu'on va diviser des moles par litre par des moles par litre. Donc, à la fin, l'activité n'aura pas d'unité. Et par contre, c'est la concentration à l'équilibre. Parce que là, ici, comme je le disais, K, ça s'appelle la constante d'équilibre. Donc, c'est ce qui se passe à l'équilibre. Donc là, si on considère que toutes les espèces sont en solution, donc qu'elles sont sous forme aqueuse, on va avoir que AC, enfin l'activité de C, ça va être donc la concentration de C à l'équilibre divisé par C0 à la puissance petit c, fois la même chose pour D, divisé par la même chose pour A et B. Donc A divisé par C0 à la puissance A fois la concentration de B à l'équilibre divisé par C0 à la puissance petit b. Et donc, bon, si on réécrit un peu différemment, ça va faire donc la concentration de C à l'équilibre fois la concentration de D à l'équilibre à la puissance petit d à la puissance petit c pour C, divisé par concentration de A à l'équilibre puissance A fois la concentration de B à l'équilibre puissance B fois C0 à la puissance B plus A moins C moins D. Généralement, on l'écrit pas ça, parce que ça alourdit beaucoup les calculs. Et comme je le disais, à part pour adimensionner, donc adimensionner, ça veut dire faire en sorte que la grandeur n'ait pas d'unité. Donc à part pour adimensionner les activités et par la même occasion la constante d'équilibre, ça sert pas à grand chose. Donc quelquefois, on la note pas, mais faut pas oublier que dans l'idée, là, la constante d'équilibre n'a pas d'unité. Donc on a cette expression dans ce cas-là. Donc ça, c'est l'expression générale avec le C0 à une certaine puissance en cas de besoin. Et là, donc, voilà, donc on a terminé pour la définition générale. Là, maintenant, on va s'intéresser à une équation, enfin une vraie équation, pas seulement quelque chose de très abstrait. Et puis, on va aussi parler de déplacement d'équilibre. Donc là, on va s'intéresser à une réaction acide-base, ce qu'on appelle une réaction acide-base. Donc là, on va prendre l'acide sulfureux qui va réagir avec l'eau pour donner HSO3- plus H3O+. Donc ici, toutes les espèces sont en phase aqueuse, sauf l'eau qui est le solvant, donc c'est liquide, et aqueux. Donc là, on n'a que des coefficients stoichiométriques égaux à 1, donc bon, ça va simplifier un peu l'écriture de la constante d'équilibre. Mais donc pour la constante d'équilibre, on va avoir donc la concentration des produits donc à la puissance 1 divisé par la concentration de l'acide sulfureux
fois 1, parce que l'activité de l'eau, comme c'est le solvant, c'est égal à 1. Donc, on a cette expression-ci pour la constante d'équilibre associée à cette réaction. Et donc, pardon, oui, j'ai pas précisé, mais donc c'est les concentrations à l'équilibre. On peut on peut utiliser une grandeur très similaire qui s'appelle le quotient réactionnel et dont l'expression va être égale à la concentration de HSO3- fois la concentration de H3O+, divisé par la concentration en acide sulfureux. Donc c'est exactement la même chose, sauf que, enfin, ici, dans la constante d'équilibre, c'est les concentrations à l'équilibre. Pour le quotient réactionnel, ça peut être les concentrations à n'importe quel moment. Que ce soit au début de la réaction, à la fin de la réaction, ou en plein milieu. Là, le quotient réactionnel, on peut l'écrire à n'importe quel moment. La constante d'équilibre, par définition, c'est à l'équilibre. Donc, bon, vous vous dites à quoi ça peut bien être utile? Et bien justement, c'est là qu'on va parler de déplacement d'équilibre. Puisque, admettons, bon, on met de l'acide sulfureux dans de l'eau et puis on attend que ça atteigne l'équilibre. Donc à l'équilibre, on va avoir la constante d'équilibre et le quotient réactionnel qui sont exactement égaux. C'est la définition de l'équilibre. Mais admettons, si l'équilibre là, il est pas très en faveur, enfin il va pas trop dans ce sens-là, on aimerait pousser la réaction à aller plus loin, à consommer plus de HSO3- et d'H3O+, donc à forcer la réaction à se faire. Si on fait rien et qu'on a atteint l'équilibre, il va rien se passer. On aura beau prier, espérer, supplier le Bécher ou l'Erlenmeyer pour que la réaction se fasse, il se passera rien. C'est pas comme ça que ça marche. Mais on peut quand même faire quelque chose. Parce que si on rajoute un peu, par exemple, de H2SO3, qu'on arrive à récupérer un peu de produit, bah, la valeur du quotient réactionnel va changer. Et elle va passer soit au-dessus, soit en dessous de sa valeur à l'équilibre. Et après, le système, maintenant, il est plus à l'équilibre. On vient de rompre l'équilibre en rajoutant ou en enlevant une espèce. Donc, il va à nouveau évoluer pour réatteindre sa valeur à l'équilibre, pour que QR soit égal à K, sa valeur à l'équilibre. Et donc, si on veut forcer la réaction à se faire dans le sens direct, donc de la gauche vers la droite, tel qu'écrit ici, on a deux possibilités. En fait, il faudrait faire passer le quotient réactionnel en dessous de sa valeur. Parce que s'il est en dessous de sa valeur, à l'équilibre, si on a QR inférieur à K, bah, le système va évoluer de sorte à ce que le quotient réactionnel augmente. Et donc s'il augmente, ça veut dire que son numérateur augmente et ou, enfin l'un ou l'autre, ou les deux en même temps, son dénominateur diminue. Donc ça veut bien dire qu'on va consommer ce qui est en bas, donc on va consommer les réactifs et former des produits. Donc c'est bien le sens dans lequel on veut aller. Et pour faire passer le quotient réactionnel en dessous de sa valeur à l'équilibre, bah là on peut soit augmenter le dénominateur, donc c'est-à-dire rajouter de l'acide sulfureux, soit on peut faire en sorte d'enlever du milieu réactionnel certains des produits. C'est les deux possibilités. Bon, là ici, cette réaction n'est pas très appropriée pour faire ce genre de choses, parce que bon, enfin c'est plus utile ces questions-là, enfin plus pratique et plus applicable pour des questions de chimie organique. Donc on va justement passer à des réactions plutôt de chimie organique. Donc on va s'intéresser à cette réaction. Généralement, le composé le plus précieux, c'est celui-ci. Et de l'alcool, là ici c'est de l'éthane 1,2-diol. On l'a en grande quantité généralement. Donc c'est surtout ça qui est limitant, hein. C'est généralement ça on l'a en plus petite quantité que l'éthanol et c'est beaucoup plus précieux. Donc ce qu'on peut faire pour favoriser, enfin pour forcer la réaction à se faire dans ce sens-là,
c'est mettre une très grosse quantité d'alcool. Parce que quand on met une très grosse quantité d'alcool, ou de réactif, on va faire baisser artificiellement le quotient réactionnel. Donc le système va évoluer pour augmenter la valeur du quotient réactionnel et donc dans le sens de formation des produits. Donc là, une première stratégie pour améliorer le rendement de cette réaction, c'est de mettre beaucoup d'alcool. Généralement, l'acétone, on a envie de mettre tout ce qu'on a parce que c'est le composé d'intérêt, et puis on veut mettre beaucoup d'alcool pour protéger un maximum de molécules d'intérêt. Une deuxième méthode, comme je le disais juste avant, c'est d'éliminer un produit. Donc là, ici, on a deux produits. Donc ce produit-ci, qui est en fait l'acétone sous sa forme protégée, et l'eau. Donc on peut essayer d'éliminer l'un des deux produits. Et pareil, ça va faire baisser le quotient réactionnel, puisqu'on va avoir on va avoir donc ce qu'il y a au numérateur, donc les produits qui va diminuer. Donc on va forcer le quotient réactionnel à baisser, ce qui va favoriser à nouveau la réaction vers la droite. Mais bon, rajouter du réactif ou mettre beaucoup de réactif, bon ça, on se doute bien de comment on peut faire, hein, juste on ouvre le ballon, ou enfin peu importe la verrerie dans laquelle se trouve le milieu, on rajoute du réactif, puis bon bah voilà, ça se fait assez bien. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est d'éliminer quelque chose du milieu réactionnel. Rajouter des trucs, c'est facile. Éliminer, faut être un peu plus subtil. Et donc, j'aimerais bien présenter un montage de verrerie très rapidement pour voilà, vous expliquer comment on peut le faire et sur ce type de réaction. Et donc, ce qui est utilisé, c'est ce qu'on appelle un montage de Dean Stark. Et donc, attention, effets spéciaux dignes d'Hollywood. Donc voilà, ça c'est un montage de Dean Stark. Alors j'espère que vous pardonnerez mes piètres talents de dessinateur. Mais donc, bon, un montage, pour l'instant, enfin, si on s'adresse à cette partie assez classique, donc un support élévateur, un chauffe-ballon, un ballon avec les réactifs à l'intérieur, avec un certain solvant, et puis là, donc, on va avoir ce qu'on appelle justement, enfin, c'est de la verrerie qui correspond au montage de Vigo. Donc, en fait, on va avoir ici, quand on va chauffer, les réactifs vont entrer, enfin, une partie des réactifs, en tout cas, peut entrer en évaporation. Ensuite, ils vont monter. Là, on a un thermomètre pour me contrôler la température, parce qu'il faut évaporer ce qu'on veut éliminer, mais pas le reste. Ça serait dommage d'évaporer les réactifs alors que nous, on veut évaporer l'eau. Donc, on choisit la température pour que ça fonctionne bien. Là, ici, ensuite, la vapeur va continuer à monter et va passer à droite. Elle va monter, et là, on va avoir un réfrigérant qui va permettre de recondenser justement les espèces qui sont sous forme gazeuse. Donc elles vont être recondensées et puis elles vont tomber sur ce qui est en dessous. Donc là on a une sorte de burette, mais enfin c'est pas une burette, c'est juste une voilà, enfin ce montage là. Et là ici on a un robinet qui est fermé. Et en fait en amont de lancer la réaction, en fait on sature en solvant la partie droite, enfin on la remplit à ras-bord de solvant. Donc là, mettons, si le solvant, je le dessine en vert, là, ceci. Et puis donc là, ce qui s'est évaporé, donc là, on va dire que c'est de l'eau, vu que là, dans notre cas précis, c'est ce qu'on va évaporer. Donc l'eau, quand elle va recondenser, bon bah par gravité, elle va tomber. Et ici, généralement, c'est un solvant organique. Vu que là, on fait de la chimie organique, généralement, on travaille avec des solvants organiques. Et la plupart des solvants organiques ont tendance à être moins denses que l'eau. En tout cas, là, dans ce montage, je vous le dis, le solvant est moins dense que l'eau, c'est pas toujours le cas, mais là, ça l'est. Et donc, ce qui va se passer, c'est que quand l'eau va se condenser, en fait, comme elle est plus lourde en termes de densité que le solvant qui est là, en fait, elle va tomber au fond, ici. Donc la première goutte, elle va arriver, pouf, elle tombe, et en fait, elle va aller tout en bas du tube. Et de ce fait-là, ça va créer un trop-plein. Donc disons, si on était à ras-bord, bah là, on va déborder un peu. Il y a quelques gouttes de solvant qui vont retomber dans le milieu réactionnel. Et puis au fur et à mesure que l'eau va se recondenser ici, bah, le volume d'eau va augmenter,
en bas du tube, et puis le volume de solvant qui aura été relargué dans le ballon va augmenter aussi. Et donc c'est une façon de faire pour éliminer l'eau, par exemple, dans cette réaction. Donc voilà, enfin je ferai certainement une vidéo avec des exercices, ou en tout cas des vidéos qui feront intervenir ça, mais la notion de déplacement d'équilibre, c'est très important, et il faut toujours que vous réfléchissiez, enfin que vous fassiez vos raisonnements sur la base du quotient réactionnel. Donc vous dire, bah là, si on rajoute telle espèce, qu'est-ce qui se passe pour le quotient réactionnel? Est-ce qu'il passe en dessous ou au-dessus de sa valeur à l'équilibre? Et comment est-ce que le système va évoluer pour retourner à la valeur à l'équilibre? Donc si on descend, bah, le système va évoluer pour faire réaugmenter le quotient réactionnel. Donc ça va se faire, enfin la réaction va se faire dans le sens direct, donc en faveur de la formation des produits. Si on augmente le quotient réactionnel, bah là, ça va être l'inverse de ce fait-là. On va avoir trop de produits, enfin plus de produits que ce qu'il faut pour être à l'équilibre, donc la réaction va se faire dans le sens inverse. Donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, vous pouvez vous abonner et mettre un j'aime à la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine leçon.